Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Sédicos et bienvenue à bord des contre-torpilleurs. Alors cette vidéo elle va paraître un petit peu bizarre à certains d'entre vous, mais comment dirais-je, j'ai envie de la consacrer à un type de jeu extrêmement agressif et un peu un contre-emploi, dans le sens où je vais vous proposer une bataille en tier 3 et une bataille en tier 8. En apparence donc très déséquilibré, et pourtant le gameplay est sensiblement le même, à savoir qu'on va avoir deux contre-torpilleurs assez agressifs, et surtout des contre-torpilleurs qui vont beaucoup torpiller. C'est-à-dire qu'ils vont aller à l'opposé de leurs fonctions, qui sont au moins pour le tier 3 en uni de torpilles qui portent à 4 km, donc ça va pas très loin. L'autre contre-torpilleur, ce sera un Z23, tier 8, mais là il est beaucoup plus difficile de torpiller en tier 8, ce sera sur une bataille tier 10. Donc on aura l'art de torpiller quand on n'est pas forcément bâti pour ça, qu'on n'a pas la furtivité ou qu'on n'a pas la portée des torpilles. Alors, c'est un peu spécial, je sais, mais il s'agit en plus de deux artistes, puisqu'il s'agit de Papy sur son Dersky, un tier 3 russe, et de Polon sur son tier 8. Donc deux artistes en contre-torpilleurs et en action. Je crois que ça vaut vraiment le coup de voir ça. Pour tous ceux qui ont envie de prendre des cours de torpillage, c'est la vidéo qu'il vous faut. A tout de suite en bataille. Et nous sommes partis. Alors, nous sommes sur la map Grande Course, une des toutes premières maps que le jeu nous propose lorsqu'on débute. Nous sommes en tier 3 sur le Dersky. C'est Papy qui me l'a proposé ce gameplay. Il s'est lancé dans les contre-torpilleurs russes et c'est un bon choix connaissant sa façon de jouer. Je pense que le contre-torpilleur russe ou le contre-torpilleur américain lui seront comment dirais-je, de fiers compagnons, je pense réellement, avec sa façon de jouer. C'est une carte assez petite, 30 km sur 30, grosso modo. Merci beaucoup. Et il faut ça. Alors, elle se caractérise par, effectivement, sur la droite, les colonnes 9-10 sont plutôt des colonnes consacrées aux cuirassés et aux croiseurs. Et bon, le centre, on évite de trop se précipiter au centre, du moins dans la première partie. Et à gauche, les colonnes 4-5 sont plutôt ce qu'on appelait à l'époque, qui est resté un petit peu et qui a été popularisé sur notre map, ce qu'on appelait la passe des DD quand on a débuté le jeu. La passe des destroyers, tout simplement. C'est là que les destroyers sont les rois. Toutes ces chapeaux de petites îles fait qu'on peut monter des embuscades assez facilement si un cuirassé ou des cuirassés ont le malheur de s'y engager. Néanmoins, il arrive qu'une offensive de plusieurs cuirassés puisse faire le travail. Par contre, là où c'est très dangereux dans cette passe des DD, où va Papy d'ailleurs, c'est que lorsqu'il y a un porte-avions, parce que c'est très souvent là que le porte-avions, que ce soit vert ou rouge, envoie leurs avions. Ça leur permet d'attaquer à bon compte, mais aussi ça leur permet de faire du spot. Et là, comme par hasard, ni les rouges, ni les verts, ni les deux, aucun des deux porte-avions n'a envoyé d'avion dans cette passe. Ce qui fait qu'il n'y a pas de spot, ni pour l'une équipe, ni pour l'autre. C'est un choix. C'est un choix, je ne veux pas préjuger savoir si les porte-avions, deux joueurs de porte-avions que nous avons dans l'équipe sont des noobs ou pas, c'est pas la question. Ils ont choisi une autre façon, et ben, tant mieux, ça va nous apporter un peu de sel. Les destroyer, parce qu'il y a ici un Campbellton rose, qui s'appelle Papsy, lui, pas Papy. Donc là, voilà, il a repéré un V170, c'était prévisible. V170 a rushé et s'est retrouvé un peu couillon là. Ah, il s'est fait tirer dessus par son collègue. Bah oui, c'est un tir involontaire dessus. Le V170 avait préparé sa petite embuscade contre Papy. Il a envoyé
il a envoyé ses torpilles et voilà, c'est raté. Alors bah oui, le Campbellton s'excuse auprès de Papy, il lui a envoyé un petit sorry. Bah oui, c'était... Alors la particularité du Dersky, c'est qu'il a 3 canons et qu'il a 5 sets de torpilles, 5 sets de 2 torpilles. Là, il en a envoyé 4. Le 5e est dirigé de l'autre côté, donc il espère choper le V170 et il tombe sur l'autre Dersky. Torpille par l'arrière. L'autre particularité assez sympathique, je trouve, pour le Dersky, c'est qu'il a il fait des tirs assez tendus, ce qui permet, vous voyez, pour un genre de même un petit peu de croiseur de middle tier, qui redescend dans les bas tiers avec le Dersky, d'être assez familiarisé avec la course de la cloche des canons. Après, ça s'aggrave un peu avec le Yazaslav. Je trouve que la cloche redevient un petit peu trop cloche, quoi, on va dire. Alors là, Papy a une réaction, on va voir ça. Il a une réaction intéressante puisqu'il met un nuage de fumée pour protéger son Kawashi. Donc voilà, le Kawashi peut s'y réfugier et le Campbellton ne sont plus être retirés. Il a étendu sa smoke au maximum, pas pour lui. Ça permet aussi, après, ça va lui permettre de se relocaliser ailleurs, donc de tendre un petit piège psychologique à l'ennemi qui s'attend à ce qu'un destroyer reste là, à attendre et à fermer la passe des dés. Reste à savoir si le push des cuirassés se poursuivra. Il y a Nishijushi. Le courbé a semble-t-il fait demi-tour. Il n'y va pas. Il a repéré les destroyers, il n'a pas trop envie d'y aller. Par contre, Nishijushi paraît un petit peu bizarre, ce qu'il fait. Je ne serais pas parti tout seul. Non, il n'est pas tout seul. Il a un Wyoming avec lui et le soutien du V170. Enfin, le V170. Le V170 est resté avec ses cuirassés. Il est un petit peu trop en retrait derrière ses cuirassés. Il fait aucun spot. Et tant que Papy ne tire pas, il n'est pas repéré. Ce qui est dangereux pour les Nishijushi. Non, Papy a regardé la course des autres navires. Alors, est-ce qu'il va... Il n'a pas sélectionné. Il vise. C'est intéressant. Il n'a pas sélectionné Nishijushi, mais visiblement, il lui envoie des torpilles. Il fait ça à l'ancienne, hein, sans viseur... C'est un gros facilitateur, on va dire, que permet Wargaming. Ouais, mais c'est le Wyoming qui est sélectionné derrière. C'est étonnant, à moins qu'il y ait un bug. Il tire sur les Nishijushi, mais en ayant sa petite clique peut-être. Ben voilà, 2 torpilles, bon. Voilà, terminé. Les Nishijushi viennent de perdre un gros potentiel offensif en face. D'ailleurs, je rappelle à tous ceux qui débutent le jeu que ce témoin, quand on sélectionne un navire, ce n'est pas seulement un facilitateur pour vous, mais il permet aussi de calculer la cloche du tir. Donc si vous touchez un navire en ayant sélectionné un autre, il y a assez peu de chances que vous touchiez le navire que vous visez. Vous voyez, il n'a pas touché le Dersky. Alors, parce qu'il avait sélectionné le Wyoming, la cloche a identifié la distance. Le Dersky n'était pas tout à fait à la même distance que le Wyoming, donc la cloche... Allez, hop, un cuirassé plus de perdu, cette fois c'est le Campbellton qui l'a torpillé. Papy a fait le travail, là ils ont perdu 2 cuirassés. La bataille est loin d'être jouée, hein, naturellement, mais ils ont perdu un très gros potentiel offensif. 2 croiseurs, 2 cuirassés, 1 destroyer ont été perdus par l'ennemi. C'est beaucoup. Alors il reste le V170 et le Dersky ici qui rentre encore cette passe des DD, les ennemis. Mais pour l'instant, ils ont cassé l'offensive ennemie, clairement. Et maintenant, Papy semble décider, voilà, il a décidé de passer à l'offensive.
fantôme. C'est intéressant, je crois. Le B110 a du répondant, hein, mais bon. Papy, visiblement, on sent qu'il y a du métier sur ce. Et voilà, un. Dersky de moins, c'était pas le B110, c'était le Dersky. Alors que le B110, c'était que 2 canons, lui, il me semble, de mémoire. Non, non, il y en a 4. Il y en a 4. Ça, c'est un joli dogfight. Ouais, s'il tourne à gauche, il va se ramasser une torpille. Et il s'est arrêté, bien joué. Ah, c'est quand on bouge les petits tiers, ça part dans tous les sens. Alerte incendie. Voilà, mais ben. Désactivé. C'est une jolie. C'est une jolie. Un joli dogfight, on va dire. Bravo. L'offensive est de toute façon maintenant, bien sûr, pas terminée, mais là, il ne reste plus qu'à mettre à bord l'équipe adverse. Les 3 cuirassés sont tout au fond, vous voyez, Bellerophon, Orion et un courbé. Donc plus grand chose comment dirais-je, à espérer. Ceci dit, ils sont bien massés et il va être difficile d'aller chercher une telle masse de canons. Il va falloir déstabiliser. Alors Papy s'installe, il plante la tente. Je vois pas comment le dire autrement. Il plante la tente. Les cuirassés ennemis sont touchés par les 2 DD alliés. Il va pouvoir leur tirer dessus tranquillement. Il a fait 7 secondes. Pour ça. Pour faire du dégât. Avec un Bellerophon qui lui avance dessus. Ok, ça y est, il a réalisé qu'il y avait peut-être un DD qui lui tirait dessus dans le smoke. Il va peut-être éviter de lui foncer dessus. Là, puis il va sortir le nez juste un tout petit peu de smoke pour vérifier la course du Bellerophon. Il a une course trop loin de cet empire. Là, il retourne dans sa smoke parce qu'il a vu qu'il y avait des bombardiers qui semblaient venir, mais ils ont été déçus. Boost des moteurs activé. Alors, il n'y a plus lieu de s'inquiéter. Est-ce que le Bellerophon, en tournant, va tourner ses canons? Est-ce que Papy a vu? Il a dû voir. Il s'est dit que ce serait peut-être intéressant d'aller chercher le Langley. Le Bellerophon... Ah, dangereux ce qu'a fait Papy. Je crois qu'il vise de courber. Ouais, il vise de courber. Il n'a pas pris le temps de viser, il prend un risque, mais Courbet est dans sa courbe. Par contre, sa courbe. Dans sa courbe, c'est facile. C'est un lapsus. Et il va avoir du mal à éviter les torpilles, néanmoins. Non, il va peut-être les aider. Ah, et joli tir du Bellerophon. 3 torpilles au but. Oh, ah ben voilà. Une jolie fin. Une jolie fin de bataille. Retour au port, retour sur les écrans de la bataille. Alors ça, ce n'est pas bien sûr le Dersky, hein, c'est le Vampire, l'équivalent du Dersky, mais en côté Commonwealth. Alors, on va aux écrans de bataille, comme disais-je. Donc c'est une victoire. Il y a quand même 4 kills, on est tout près du Kraken. Hein, avec frappe dévastatrice et ce n'est qu'une égratignure. 1589 points d'XP pour un
tiers 3, c'est excellent. 54 000 de dégâts, c'est très bon aussi. Et pourtant, il n'est que second, c'est très étonnant. C'est Papsi qui est le premier, et avec 100 points d'XP de base de plus. Donc le Campbellton a fait le boulot, clairement. On l'a vu couler un Wyoming, il en a coulé 2 de navires, c'était bien. Alors, en termes de dégâts, 19 000 sur le Courbet, 16 000 sur les Shizushi, c'est les deux cuirassés qui ont pris la frappe dévaste de la mort qui tue. Le Bellérophone a pris 10 000 de dégâts. Sinon, il s'est occupé de ses rivaux, le Dersky et le V170. Il a tanké pour 447 000, c'est énorme. Il a fait 55 km, quasiment 56. Dans ces deux valeurs-là sont beaucoup sur une carte comme celle-ci. Il a beaucoup bougé. Il a détecté 5 navires et les dégâts grâce à cette détection sont que de 8000. Donc pas vraiment profité de ça. Faut dire que l'essentiel de l'équipe était de l'autre côté, hein, donc ça n'aide pas. En termes d'obus, il a tiré 106 obus explosifs. Il y en a 46, c'est carrément un ratio de 1 pour 2, un petit peu moins de 1 pour 2, mais c'est bien. Pour 15 000 de dégâts. Les torpilles, c'est 33 000 de dégâts. 7 torpilles au but. Il a mis 2 incendies pour 4800 de dégâts et 305 d'inondation, mais comme il a achevé, les torpilles suivantes achevé celles qui avaient achevé les navires qui avaient reçu l'inondation des torpilles précédentes. Voilà, c'était une bonne démonstration de ce qu'on peut faire quand on est très agressif avec un Dersky, et c'est comme ça qu'il faut le jouer, probablement, il n'y a pas de doute là-dessus. Sans transition, on enchaîne avec la bataille en Z23. Donc c'est un tier 8, hein, Polon qui nous a fourni cette vidéo, je le remercie. Partie assez compliquée pour lui, c'est un contre-tempire qui découvre, il doit être à sa 4e ou 5e bataille avec à ce moment-là. Il le découvre vraiment, et en plus il est basculé sur la carte Voie du Guerrier dans une partie tier 10. Il y a quand même face à lui Double République, Hindenburg, Moskva, Z52, Zhuang, sans compter les tiers 9 comme le Shumu, l'Iowa, et même les tiers 8 qui font mal malgré tout. Hein. Alors là, on va le suivre, on va regarder un petit peu comment il fait, regarde, il prend l'information, regarde où il se trouve. Alors on est sur une map qui en apparence semble être assez favorable aux destroyers. Je ne crois pas, dans le sens où, même si là, les destroyers, grâce à leur vitesse, sont assez bien protégés des tirs ennemis, il y a quand même suffisamment d'angle au bout de quelques minutes de jeu pour qu'ils soient pris dans le feu des fameux ennemis. Je pense que l'intérêt de cette map pour les destroyers, c'est qu'au début en tout cas, il faut avoir soit un excellent contre-templier, donc un bon chasseur de templiers, soit être soi-même un assez bon tireur au canon avec un contre-templier. Alors comme c'est le cas de Polon, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelques bonnes surprises. Là, il a cassé le moteur. Ils sont 4 à viser, 3, 1, 3, vous voyez, 2. Le Nelson, là, qui est pourtant sur le cap B et qui essaye de le faire quitter sa cachette. Donc le but du jeu pour lui, ça va être de caper A, bien sûr. Le Shumu, qui est quand même un tiers au-dessus, a des canons probablement un tout petit peu plus dévastateurs, donc il s'en méfie. Il va probablement... Alors il pose une smoke, peut-être aussi en partie pour ses partenaires qui viennent. Il est tout seul, il n'est pas en division. Shumu a fait demi-tour, revient en cap. On teste le cap de Polon. Ils sont plutôt belles sur le Shumu. Qui est revenu s'empaler dans les torpilles. Et voilà, Kaboul. Donc il obtient un premier sang d'entrée, mais le cap est toujours contesté. Donc il y a probablement soit le Kagero, soit le Z52, soit le Yueyang
dans le cap. Falco a-t-il intérêt à rester? Quand on regarde à minimap, on s'aperçoit que ses partenaires sont restés cachés derrière dans les îles, alors que les alliés les ennemis commencent à s'approcher et à avoir des solutions de tir dans ce cap A. Et comme la smoke n'est pas très longue chez les Allemands, il n'est plus que 20 secondes de smoke, hein, il n'a aucun support à attendre de la part de ses alliés. Donc il vaut mieux qu'il s'en aille, qu'il abandonne le cap, quitte à revenir plus fort par la suite. Mais il est incontestable que ce serait suicidaire. Ses alliés ne sont pas là pour l'aider pour l'instant. Ils sont préoccupés par le gros push des ennemis sur ce même point. Et en fait, la majeure partie des deux flottes va se battre pour A. Résultat, Polon change son fusil d'épaule, change de cible. Je crois qu'il a repéré le Hindenburg, le croiseur allemand de tier 10, qui selon comment dirais-je, la rumeur persistante est plus considéré comme un petit cuirassé que comme un croiseur, assez solide, bonne ceinture anti-torpille, bon rideau, tout ça comme un croiseur, mais il est super bien blindé. Donc il essaye de se faire le Hindenburg, lequel Hindenburg, ça m'étonnerait qu'il tombe dans le piège. Mais c'est une place intéressante et dangereuse pour le Hindenburg, parce que en se mettant ici, il va pouvoir tirer sur plein d'ennemis, oui, relativement protégé par l'île, oui, mais il va présenter son flanc au cap B. Il risque de se faire torpiller. Bon là, les torpilles, au moins le premier jet de Hindenburg va les éviter, parce qu'il s'est arrêté, il s'est mis dans une position d'embuscade. C'est pas une mauvaise position pour lui. Et bien sûr, le deuxième set va aussi rater, parce que le Hindenburg, sans le savoir, a tourné pour se positionner et a donc évité les torpilles. Polon rentre dans le cap B, mais ne perd pas de vue sur sa cible. C'est vrai qu'il veut se faire le Hindenburg à 7 km et demi, c'est surtout un Hindenburg qui ne bouge pas trop. C'est complètement faisable. Hindenburg qui avance, mais à mon avis, il n'avancera pas autant. Il va ralentir. Je pense qu'il est là comment dirais-je, ce qu'on appelle un peekaboo, c'est-à-dire j'avance, je tire, je recule. C'est juste pour éviter d'être complètement arrêté. Mais je pense pas que les torpilles arriveront jusqu'à Hindenburg. Pour autant, bon, Polon a renvoyé, là il est repéré, donc c'est la Maggie. Ouais. La Maggie, heureusement la Maggie n'a pas ses capacités vers lui. Et là il y avait... Il doit regretter son deuxième set lancé contre les Hindenburg. Parce que la Maggie était vraiment à sa disposition, à sa merci, on va dire. Bon, là, il repose sa slow, c'est plus une slow défensive. Parce que le Hindenburg s'est mis sur son dos, hein, tout simplement. Il y a un incendie, c'est pas gravissime. C'est juste le contrariant. Et on voit clairement que le Hindenburg vient vers lui, hein. On le voit là. On va se mettre sur lui, vous voyez. Il se rapproche, 7 km 7, 7, 6. Ouais, il s'était lancé vers B. Et je pense qu'il se... Alors, je sais pas si son objectif c'est de se faire Polon tout de suite, mais il est clairement envie de chasser le DD. D'autant que les ennemis ont déjà perdu 4 de leurs 5 torpilleurs. Hein. Ils sont quasiment aveugles. Hein. Non, là, Namagi va probablement pleurer dans très peu de temps.
Le mec qui doit savoir qu'il est là, il n'y a pas de souci. Il n'a même pas besoin. Ah, aïe aïe aïe, il est repéré radar. Ou sonar ou radar. Et le mec est élancé, il ne peut pas arrêter sa course. Et là il va. Voilà. 4 torpilles au but, ça le fait. Et rendez-vous compte, hein, 4 torpilles au but, 32 000 de dégâts. Sachant qu'il a fait des dégâts au canon. Petit reload, il n'y a plus que 50 secondes à attendre. Avec un Hindenburg qui fonce vers lui. Et puis qu'à 4 km. Repérer sonar ou radar, toujours. Probablement que Hindenburg, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors là, il va faire ce qu'on va être obligé d'appeler une polon. Si vous avez vu ma vidéo précédente sur les DD où je parle de la carte point chaud, il y a une polon s'est amusé à jouer à court après moi que je t'attrape avec un Atlanta. Et en tournant autour des îles, en obligeant l'Atlanta à le poursuivre. Et là, il fait la même chose avec un Hindenburg. Un concept. Ça s'appelle une polon. Cours après moi que je t'attrape. Torpedos Achtaus! Voilà. Et il va se jeter dans l'île pour pas se faire torpiller ou pas se faire cadonner. Et là, l'Hindenburg s'en prend une. Voie d'eau. Et Hindenburg s'en reprend et cette fois Xianyang. Dommage parce que ces torpilles étaient belles. Bon, là on est un petit peu tranquille, côté de sonar, reste de République. Parce que là, il n'y a plus grand monde, ils sont plus que 2 en face. Voilà, lui s'est fait carrément rouler dessus. Et le République va déjà avoir le Xianyang, parce que le Xianyang qui a coulé le Hindenburg, il est là. Hein. Voilà. Il a déjà coulé sa smoke. Très agressif, ce Xianyang. Je ne trouverais pas qu'il soit assez haut au classement. Je regarde ça, si on peut savoir, il a fait 2 kills quand même. Exactement comme pour l'on, les deux sonales. Hein. Donc là, Apollon essaie de rester le plus longtemps possible non repéré. 6 secondes avant un lâcher de torpille irrespectueux contre la République, le République. Je rappelle qu'à la différence des anglo-saxons, les Français ont attribué le genre masculin. Donc on ne dit pas la Gascogne, je vais prendre la Gascogne, on dit je vais prendre le Gascogne, le Normandie, la Galissonnière. La Galissonnière en l'occurrence, le la étant une composante du nom et pas un article. Bon, on a vu le République accélérer violemment, mettre le boost pour éviter les torpilles. Donc c'est vrai que les premières torpilles ont raté, mais les secondes sont excellentes. Bon. 2 torpilles et dans la foulée, une Missouri a fini. Fin de la bataille. Retour au port déjà, et retour sur un MAS qui n'est pas le Z23, mais qui est le MAS, mais qui n'est pas le Z23. Et nous allons regarder les écrans du Z23, comme il se doit. Alors, c'est une victoire. 9 torpilles au but quand même. 70 000 de dégâts. 6 voies d'eau pour 9 torpilles, c'est beaucoup, c'est un beau ratio. 2 navires coulés, on a vu que dans les circonstances, en l'espèce, il méritait d'en avoir coulé au moins un 3e, voire un 4e. République aussi aurait pu être une de ses victimes. Il y avait facilement 4 kills d'office. 2451 points d'XP, 550 XP libres. C'est bien, c'est excellent. Ensuite, il a la Chivande premier sang. Il ne finit que second, mais derrière un Xianyang qui est le pan-asiatique. 2 tiers 8 là aussi, alors dans une bataille tiers 10, 2 tiers 8
qui se tirent la bourre, c'est qui prouve que quand on arrive au tier 8, que ce soit à tous les niveaux même, les croiseurs, comme on le veuille ou non, il y a quand même une possibilité pour les petits de tirer leur épingle du jeu. Et en cela, le jeu Wargaming de Wargaming, enfin World Warship, est excellent. À ce niveau-là, on n'est pas trop désavantagé, comme dans certains autres jeux, y compris des jeux de Wargaming, où jouer en tier 8 ne garantit pas du tout de couler ou de tuer des tier 10, et je pense entre autres à un jeu de tank pour ça. 1600 d'XP de base, ce qui est excellent, même pour un tier 8, une bataille tier 8, où l'XP de base a tendance à être assez haute. Hein. Vous remarquerez que toute équipe a fait plus de 1000, donc ça prouve qu'ils ont roulé sur les adversaires, ils n'ont perdu que 4 navires. En termes de dégâts, 24 000 sur la Maggie, 7 000 sur le Shumu, qu'il a sorti un petit peu à la Falco. Hein, il nous a fait une Falco, torpillage dans la smoke, bon bah voilà. Le République a pris 30 000, l'Hindenburg a pris 8 000, une seule torpille au but. Ce que je persiste à dire, les torpilles allemandes sont incroyablement faibles, ne font pas énormément de dégâts. Il a tiré 72 au but, il y en a 34 qui ont frappé, ce qui est presque un ratio de 1 pour 2. C'est excellent. 4800 de dégâts. Donc 9 torpilles au but pour 64 000 de dégâts. Et 704 d'inondation. On notera qu'il a un dégât potentiel de 143 600, ce qui prouve son habileté à être furtif. Dans ce jeu, il aura été extrêmement furtif. 143 600 de dégâts. Il a encore fait un petit coup... on avait vu dans une précédente vidéo, que j'ai mis il n'y a pas très longtemps, sur les destroyers, sur la carte point chaud, où je mets effectivement une partie dans cette 23 de Polon, qui découvrait encore plus le jeu, son nouveau contre-torpilleur. Là, on l'a encore vu jouer avec les îles. C'est un coup qu'il affectionne. Évidemment, ça se fait au détriment des dégâts potentiels. Donc, s'il est second, c'est uniquement parce qu'on ne lui a pas plus tiré dessus. 68 000 quand même de dégâts grâce à sa détection. Là, par contre, il a joué son job de destroyer, comment dirais-je, de reconnaissance, on va dire, pratiquement. Voilà, la partie a duré que 11 minutes 58, c'est pas énorme pour une partie tier 10, malgré tout. 12 minutes, il y a eu un vrai, vrai rush, et l'équipe ennemie, l'équipe des rouges, s'est vraiment dégonflée, enfin, s'est fait rouler dessus, pour tout dire. Voilà pour cette bataille. Et voilà pour cette vidéo, puisque le temps imparti arrive à son terme. J'espère que ce petit sujet vous aura plu, même s'il paraissait un petit peu sans queue ni tête, en fait, pas tant que ça. Il y avait une véritable constante, hein, à savoir que on retrouve un petit peu le même type de gameplay, que l'on soit en bas tiers ou en tiers, au tiers, mais la seule différence vient de la virtuosité de vos adversaires, à abréger votre vie quand vous êtes en destroyer, et puis votre propre virtuosité à la faire durer. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas aussi à me proposer des idées, si vous voulez voir traiter des navires. Et si j'ai ce navire, ce sera avec plaisir que je vous proposerai des batailles dessus. D'ici là, portez-vous bien, et à bientôt, si vous le voulez bien.